Good morning, good afternoon, good evening to you all around the Bonjour, globe. bonsoir à tout le monde à travers le monde. Je m'appelle Imam Ali et je suis tellement enthousiaste et heureuse de pouvoir lancer la séance aujourd'hui. Quelques détails logistiques avant de commencer. Nous proposons ce webinaire en anglais et en français. Donc, veuillez cliquer sur le globe euh, en bas de votre écran et le bouton interprétation et cliquez sur le canal de votre choix, l'anglais ou le français. Et si vous ne voulez pas entendre la narration en arrière-plan, vous pouvez cliquer sur Mute Original, donc le son original en sourdine. Et nous avons un programme très chargé pour ces 75 minutes. Donc, j'ai l'honneur de lancer la séance. Je m'appelle Imam Ali et je suis l'une des membres du cercle Acacia pour Pathfinder. Et nous sommes très heureuses d'avoir ce partenariat mondial et de pouvoir discuter de cette question importante et de nos 6 experts qui vont parler de l'importance du plaidoyer de la part des jeunes pour promouvoir l'accès, un meilleur accès aux services et pour faire en sorte que la prochaine génération, les Next Gen, la génération Z, puisse se faire entendre par rapport aux questions qui leur sont importantes. Nous allons donc parler de la loi HER, donc la loi portant sur la santé mondiale, l'autonomisation et les droits. Et nous sommes aussi à la 20e anniversaire de la conférence de Beijing sur les droits des femmes. Donc, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir les propos liminaires qui seront prononcés par la représentante au Congrès, Chrissy Houlihan. Chrissy Houlihan est ancienne combattante de la force aérienne, elle est entrepreneuse, ingénieure et parlant de l'égalité entre les sexes, c'est la première femme pour représenter l'État de la Pennsylvanie, 6e circonscription électorale. C'est donc un grand honneur de vous présenter la représentante Chrissy Houlihan. Merci, merci beaucoup. Bonjour à partir de Washington et le Capitole de Washington dans l'halle des statues. Et si vous étiez ici, vous verrez qu'il n'y a que 2 statues qui sont des femmes dans cette salle et c'est quelque chose que je vois partout à Washington. Mais c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir faire partie de cette discussion importante. Et merci à Pathfinder et Women Generation. Comme Imam l'a dit, je représente la 6e circonscription de la Pennsylvanie. C'est juste en dehors de la ville de Philadelphie, la ville de la liberté, berceau de la liberté aux États-Unis et la ville de l'amour fraternel aux États-Unis. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir parler de la loi HER, la loi portant sur la santé mondiale, l'autonomisation et les droits. Trop souvent dans le climat politique aujourd'hui, on voit la question de la santé des femmes comme étant uniquement une question féminine ou question pour les femmes. Mais un tel contexte limite nos actions et est aussi une mauvaise compréhension de l'aide étrangère. Avant de devenir représentante au Congrès, j'étais dans les forces aériennes et je travaille dans le domaine des missiles balistiques et j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine de la sécurité nationale. Donc, quand je parle de cette question de femmes et de filles, c'est par cette perspective-là. Et dans cette salle virtuelle, nous savons tous que la projection des femmes, des filles comme priorité doit être aussi une grande priorité pour les États-Unis. Mais ce qui me rend perplexe par rapport à mes collègues ici au Congrès et surtout ceux qui sont de l'autre côté du couloir, c'est cette incapacité de pouvoir relier les points entre la protection des femmes et des filles et la sécurité nationale et internationale. Des maintes études ont démontré que là où les femmes ont accès aux services de santé et où elles ont accès aux services dont elles ont besoin, nous aurons aussi de la paix et de la sécurité qui va suivre. Lorsque les femmes participent dans les processus de paix, normalement, les accords vont durer auront 30% de chances de plus pour durer au moins 15 ans. Une étude de Harvard a démontré aussi que les meilleurs niveaux d'égalité entre les sexes correspondent également à des niveaux de conflit plus bas. Donc, si nous voulons vraiment élever les femmes et les filles, il faut être sérieuse dans la création de voies
fiable et durable pour donner accès aux services de santé pour les filles et les filles. Il ne s'agit pas uniquement d'une question de santé reproductive et sexuelle et l'accès aux avortements, mais c'est aussi une question d'autonomiser les femmes. La règle du bail mondial, c'est un rappel néfaste ou pénible qui nous rappelle de l'importance d'aller encore plus loin pour protéger les droits des femmes et des filles. Mais c'est aussi une question de risque de sécurité. En niant les services aux femmes et aux filles, nous créons de l'instabilité sociale. On ne peut pas autonomiser des femmes qui ne peuvent pas survivre après l'accouchement. Donc, parmi les femmes et les filles, nous voyons que sur 10 décès dans les hôpitaux liés à l'accouchement, 90, une grande majorité étaient des filles et des adolescentes. Nous n'avons pas le droit de dire aux femmes si elles ont le choix, si elles auront le choix d'avoir un enfant ou pas. Et en niant ce droit aux femmes, nous mettons à risque la sécurité de nos propres pays et la sécurité du monde tout entier. Donc, l'abrogation de la règle du bail mondial, c'était un pas intelligent qui va nous permettre d'avoir une société plus équitable et qui va nous permettre aussi de créer un monde plus stable et plus pacifique. Et quand je parle de la politisation de la santé des femmes comme étant inacceptable, nous jouons des jeux politiques avec les vies des jeunes femmes qui créent un discours toxique qui a des impacts sérieux au niveau mondial. Tout cela qui contribue à une déstabilisation des progrès que nous avons déjà effectués aux États-Unis et à l'étranger. Toute personne élue aux États-Unis qui prétendent s'occuper des droits des femmes et de la sécurité nationale devrait s'engager à appuyer l'abrogation de la règle du bail mondial et la loi HER. Je suis fière d'appuyer cette loi portant sur la santé mondiale, l'autonomisation et les droits qui va abroger la règle du bail mondial, le gag rule. Et c'est une question de poursuivre activement l'égalité pour les femmes et les filles. L'ancien gouvernement aux États-Unis, sous Trump, a fait avancer cette politique néfaste sous prétexte de protéger les vies des femmes et des filles. Mais en fait, on a mis en danger, en péril, les vies plutôt que de les protéger. Heureusement, le président Biden a bien dit qu'il comprend ce fait et qu'il comprend l'intersection entre l'autonomisation des femmes et la sécurité nationale. Il est prêt à rehausser les manches et d'abroger cette règle tellement néfaste. Et je l'appuie dans cette activité. Et la loi portant aussi sur le financement pour l'UNFPA est aussi un projet de loi que j'appuie qui va accroître le financement des États-Unis pour l'UNFPA et aider cette organisation onusienne qui aide à promouvoir les naissances, les accouchements sûrs et sains. Et comme la loi Global HER, mon appui pour la loi portant sur le financement de l'UNFPA, c'est une question de renforcer les femmes et les filles et d'accroître la stabilité mondiale. Un fait que nous, en tant que leader mondial, doit être reconnu aux États-Unis. Aux États-Unis, nous avons un gouvernement qui est conscient de l'urgence de protéger les femmes et les filles et le lien qui est tellement évident entre la santé des femmes et des filles et la sécurité nationale. Je suis heureuse donc d'être dans une salle aussi une salle qui est remplie de personnes qui comprennent ces faits et qui s'engagent à promouvoir la protection des femmes et des filles. Maintenant, nous avons une majorité au Congrès et un démocrate de la Maison-Blanche et nous aurons donc l'occasion de continuer à promouvoir le progrès et le changement. Merci de votre temps et merci de m'avoir invité à participer dans cette conversation et merci de votre engagement pour travailler avec moi et mes collègues pour faire un monde meilleur pour les femmes et les filles. Merci
Madame Houlihan pour ses mots tellement puissants et dynamiques. Je prenais beaucoup de notes parce qu'il y a beaucoup de travail qui se fait à huis clos. Et merci d'avoir donc souligné l'importance de ce travail et du travail que nous faisons aujourd'hui. J'aimerais faire des présentations rapidement. Nous avons plusieurs experts formidables de nos organisations qui vont faire des discours aujourd'hui. Je vais demander à Mwenda de se présenter, qui va m'aider à animer la séance. Et ensuite, nous ferons une présentation rapide de nos panélistes. Je suis Mwenda Mouya. Je travaille avec la section sur la santé mondiale et je suis heureuse d'être ici pour cette discussion si importante. Merci, Mwende. Je vais donc maintenant présenter nos panélistes, nos experts et leur demander de se présenter rapidement. Donc, Cécilia Barré. Merci beaucoup, Iman Ali. Je ne peux pas activer ma vidéo, donc j'y vais comme ça. Je suis Cécile Youk-Barré. Je suis juriste et analyste des politiques de santé et population. Je suis Women in Global Health et je travaille comme coordinatrice du plaidoyer et communication à Médecins du Monde France. Et je suis aussi membre de l'Association des femmes juristes du Burkina et secrétaire générale. Voilà. Thank you so much, Cécile. Merci, Cécile. Si on pourrait demander à tous nos panélistes d'activer les caméras si elles peuvent. Ensuite, nous avons Péjou. Péjou, est-ce que vous pouvez bien vous présenter? Bonjour, je m'appelle Péjou Adeniran et je suis médecine. Je vis au Nigeria. Je travaille dans le domaine de la santé publique et je me suis spécialisée dans le domaine des droits sexuels et reproductifs pour les groupes minoritaires et je suis donc très engagée dans tout ce qui est programmation pour ce groupe de personnes. Merci. Lannis Williams, oui, bonjour, je suis Lannis Williams. Je suis vice-présidente de la section Washington de Women in Global Health et je travaille comme expert en matière d'intégration sexe spécifique pour faire en sorte que la question du genre est intégrée dans tous nos programmes et notamment dans nos programmes pour le secteur de la santé. Maintenant, merci. Maintenant, Andy Tucker. Oui, je suis Andy Tucker et je suis chargée de la communication pour Women Global Health en Géorgie et je travaille aussi pour le groupe de travail sur l'élimination de la léprosie. Merci. Et ensuite, Kashmira Date. Oui, bonjour. Je suis aussi avec Women in Global Health, la section en Géorgie à Atlanta. L'État d'où vient Stacey Abrams, notre femme incroyable et aussi une sénatrice très jeune aussi de la Géorgie qui est incroyable aussi. Je suis directrice de la section pour la Géorgie de WGH et je suis médecine et je travaille surtout dans le domaine des vaccins. Merci. Et finalement, est-ce qu'on pourrait avoir Asanatou Bomogo? Oui, bonjour, je suis Asanatou et je suis coordinatrice du projet CDC en Afrique francophone de l'Ouest et coordinatrice de la section de WGH au Niger et je travaille sur le projet de CDC en Burkina qui met l'accent sur les différentes maladies et je travaille en lien, en collaboration avec le ministre de la Santé. Merci. Maintenant, je vais présenter nos modératrices. On a premièrement Vanessa Adebayo. Oui, bonjour. Je m'appelle Vanessa Adebayo. Je suis responsable du développement de la recherche, c'est Impact Hub, basé au Nigeria. Et aussi, je suis chargée du plaidoyer pour une ONG axée sur la santé maternelle sur le continent africain et pour la diaspora. Merci. Et Michael Ann Morrison qui va commencer notre premier panel. Bonjour. J'ai quelques difficultés avec ma caméra.
Mais je suis ravie d'être ici. Je m'appelle Michael Ann. Je vis à Austin, dans le Texas. Ah oui, bonjour, voilà. Donc, Michael Ann, je viens du Texas, dans la ville d'Austin. Bienvenue à tout le monde et je suis fière d'être une fondatrice ou une membre du cercle Acacia de Pathfinder. Merci, Michael. Michael Ann, vous avez la parole pour commencer notre première session sur la santé reproductive. Merci, je suis donc heureuse d'animer cette session et d'être parmi autant de femmes incroyables qui font un travail merveilleux au nom de leur communauté et au nom des femmes du monde tout entier. Nous avons un groupe d'experts formidable aujourd'hui et j'aimerais demander à nos panélistes de lancer notre session en parlant de l'accès aux services de santé pour les femmes. Est-ce que c'est facile? Donc, j'aimerais entendre vos témoignages sur votre perspective par rapport à l'accès aux services de santé. Très bien, donc je vais commencer. Mais je commence en disant que je suis médecine, donc mes expériences personnelles ne sont pas forcément les mêmes que d'autres femmes. Je suis médecine, mais aussi au niveau social, j'appartiens à la classe moyenne ou classe supérieure, si vous voulez. Donc, je n'ai pas la même expérience que la plupart des femmes qui vivent et travaillent au Nigeria. Mais l'accès à la santé au Nigeria place les femmes dans une catégorie minoritaire globalement pour l'accès aux services de santé parce que les femmes ont tendance à être à avoir moins de ressources et donc le fait de pouvoir avoir accès aux services, de pouvoir poser des questions, de demander une aide, les femmes ont du mal parfois à pouvoir accéder à ces services et la plupart de nos centres, comme les femmes ne sont pas aussi informées ou sensibilisées, la plupart de nos centres fournissent des services en anglais et j'habite dans une zone urbaine, mais au moins, nous avons des groupes de femmes et quand je parle de femmes, il faut penser aux femmes moyennes. Donc, ça pourrait être très difficile pour une femme de pouvoir avoir accédé au système et d'avoir l'impression qu'elle soit vue et entendue. Donc, ça, c'est l'un des défis pour les femmes chez nous. Lorsque les services de santé sont soi-disant disponibles, ce fut l'expérience ici. Donc, l'expérience des femmes des classes privilégiées est très différente des femmes d'autres classes plus défavorisées parce qu'elles n'ont pas le même niveau d'éducation ou de ressources et elles n'ont pas les mêmes avantages ou même le même accès aux services. Merci pour ces perspectives, Péjou. Je pense que beaucoup de gens sur cet appel ont peut-être une expérience similaire d'avoir l'impression qu'on n'est pas vraiment entendu ou vu par les professionnels de la santé. Et je ressens cela très profondément, que ça, c'est quelque chose qu'il faut améliorer. Qui d'autre qui aimerait partager une histoire ou des expériences en matière d'accès aux services? Je pourrais partager mes expériences. Comme Péjou l'a dit, j'ai l'impression que je fais partie d'un groupe plutôt privilégié où l'accès à titre personnel pour moi n'est pas un problème. Mais là où je travaille maintenant dans le domaine de la santé mondiale, il faut vraiment penser à la santé mondiale comme étant interreliée. Je travaille dans certains contextes qui sont les plus défavorisés dans le monde et on appelle cela défavorisé pour une raison. Nous avons vu que pour les femmes doivent avoir accès aux services de santé, non seulement pour elles, mais pour toute la communauté. Donc, l'intégration des services devient
un point essentiel et je travaille sur les vaccins et vaccinations au niveau mondial pour les enfants dans les populations les plus vulnérables dans le monde qui ont eu très, très peu d'accès même aux services de base. Très souvent, les jeunes travaillent pendant des heures avant de pouvoir accéder aux dispensaires ou centres de santé pour recevoir ces vaccins ou ces services de base. Et surtout lorsqu'ils ont plusieurs enfants et lorsqu'il faut aller au dispensaire, parfois, il faut choisir pour déterminer quand ils peuvent aller au centre de santé ou à quelle fréquence ou comment ils auront, ou quand ils auront le temps de pouvoir aller euh, euh, au dispensaire pour pouvoir accéder à ces services. Donc, il est extrêmement important d'avoir différents points de contact pour la prestation de services. Lorsqu'il y a une combinaison de services pour la santé maternelle et d'enfants avec des services WASH, hygiène et vaccins et des paquets de soins de base, c'est essentiel de combiner tous ces domaines, surtout dans ces zones très défavorisées où il y a seulement une ONG ou un prestataire de services qui doit fournir toute une multiplicité de services. Si vous avez des limites en place par rapport à ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire, eh bien, cela pourrait avoir un impact sur toute une communauté. Donc, il faut voir la santé mondiale comme étant interconnectée et d'adopter une approche plus holistique. Je pense que c'est vraiment essentiel. Et Kashmira, j'ai une question de suivi liée à cette question d'interdépendance que vous avez évoquée. Est-ce que vous avez vu des cas où les politiques américaines ou changements de politique américaine ont eu un impact direct sur votre capacité de pouvoir fournir des services ou pour les personnes de pouvoir accéder aux services? Oui, nous avons constaté cela avec ces limites en place, ces restrictions en place. Il y a souvent une certaine confusion par rapport à ce que on pourrait donner ou pas fournir comme service. Et lorsque on essaie peut-être parfois d'être un peu trop prudent et on va limiter les services qu'on va prester pour ne pas être en violation de ces restrictions. Donc, ceci pourrait avoir un impact sur toute une communauté. S'il y a un service de santé qui était donné auparavant mais qui n'est plus fourni, nous pouvons constater qu'il y aura un impact sur toute la population et leur confiance aussi vis-à-vis du système de santé. Donc, s'il y a ces restrictions, je pense que ceci pourrait avoir un impact sur les communautés tout entières et beaucoup d'enfants meurent des maladies qui pourraient être empêchées. Euh, et s'il y a donc trop de restrictions, ceci aura un impact global sur toute la collectivité. Et Kashmira, je pense que vous travaillez avec une ONG qui s'occupe de créer des paquets de services pour les femmes. C'est ça? Non. En fait, mon travail est plutôt axé sur ces contextes avec des ressources très limitées. Donc, nous travaillons avec différents partenaires pour pouvoir faire en sorte que ces services soient plus disponibles et plus accessibles à ceux qui en ont le plus besoin. Merci, c'est formidable, Kashmira. Et j'aimerais aussi lancer la question à d'autres panélistes aussi, surtout pour ceux qui vivent en dehors des États-Unis, mais c'est une question pour n'importe qui, mais sur les cas réels que vous avez vus où la politique américaine a eu un impact sur votre capacité de pouvoir fournir les services de santé. Oui, je pourrais ajouter par rapport à la question. En tant que coordinatrice du programme de vaccination et de maladies, le fait que les femmes souvent n'ont pas tellement d'accès aux services et les femmes qui ont trop d'enfants
et n'ont pas les moyens pour pouvoir payer pour les services pour tous ces enfants souffrent vraiment de ces impacts. Et je travaille pour une ONG qui travaille sur la question de santé reproductive et la planification familiale. Et lorsque ces restrictions ont été en place, nous avons dû arrêter nos activités par manque de ressources et de financement. Et d'autres réductions ont été aussi effectuées dans le secteur de la santé. L'accès à la santé reproductive et sexuelle a été réduit aussi. Et les personnes dans les zones rurales avaient moins d'accès ou un accès plus difficile aux services de santé. Aussi, ceci a eu un impact sur les efforts de lutte contre le VIH et SIDA et dans le dépistage de maladies, ce qui a augmenté les risques dans les communautés. Et les progrès que nous avions effectués avec le système existant a souffert de ces impacts néfastes. Donc, je pense que le travail des ONG peut donc contribuer énormément dans nos communautés et il faut pouvoir maintenir les gains que nous avons déjà effectués. Mais nous savons qu'avec la COVID-19, qui a eu un impact sur le monde tout entier et sur la santé, je pense qu'il est encore plus important de pouvoir continuer ce plaidoyer et de continuer à capitaliser sur nos gains et de continuer à faire encore plus de progrès. Merci. Merci, Assa, pour ces perspectives. Est-ce qu'il y a d'autres panélistes qui aimeraient parler de l'impact des changements de politique américaine à l'étranger? Désolée, j'étais déconnectée pendant une minute. Bon, re-bienvenue. Est-ce que vous aimeriez répondre à la question sur les impacts des changements politiques des États-Unis? Et surtout pour nos panélistes qui vivent à l'étranger, on parlait des situations réelles. Vous avez constaté un changement au niveau de l'accès aux services de santé pour les femmes lié à un changement de la politique américaine. Oui, donc je pourrais répondre à la question. Premièrement, en travaillant dans cet espace depuis un certain temps en tant que médecine et aussi ayant travaillé avec les groupes minoritaires, y compris les femmes, nous comprenons et nous nous attendons à ce que il y a eu ces impacts, ces problèmes et difficultés créés par la règle du baillon mondial. Et nous voyons maintenant, nous comprenons que la politique américaine pourrait avoir des impacts vraiment très généralisés. Et donc, la politique américaine pourrait nous toucher directement dans la prestation de services de santé. En 2017, quand nous avons eu une autre époque, une autre itération de la règle du baillon mondial, il y avait premièrement beaucoup de confusion quant à ce que cette règle signifiait. Et c'est normalement l'un des plus grands problèmes. Personne ne sait pas ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, mais personne ne veut avoir une réduction de ses financements. Donc, comme l'un des autres panélistes l'a dit, on devient très prudent parce qu'on ne veut pas avoir ce risque de voir ses financements coupés. Donc, dans l'espace des ONG, il y a beaucoup de collaboration entre les organisations qui proposent des services de plaidoyer, de WASH, de santé, parce que nous travaillons tous dans ce même espace. Mais il y a un impact de cascade parce que vous ne savez pas quand vos financements vont être menacés parce que vous êtes aligné avec cette organisation qui propose des services d'avortement. Et encore une fois, le Nigeria est un pays
qui a des politiques très patriarcales. Et là où la politique ne favorise pas vraiment l'autonomie des femmes. Donc, même dans la définition d'avortement au Nigeria, qui est une autre conversation, l'avortement est illégal au Nigeria. Cela signifie que les femmes n'ont pas le choix ou n'ont pas accès aux avortements dans des zones ou des espaces sûrs avec des praticiens homologués. Et donc, les femmes sont obligées à avoir recours à des avortements illégaux. Et donc, il y a des problèmes liés à ces avortements. Et ensuite, parce que la politique a un impact sur l'avortement, la règle du baillon mondial touche non seulement l'avortement, mais aussi l'éducation en matière de contraceptif. Beaucoup de nos programmes sont intégrés. Donc, on voit que au sein du domaine des services de santé sexuelle et reproductive, les femmes ont accès aussi à l'éducation, l'alphabétisation, les services WASH, tout est relié à la santé sexuelle. Donc, lorsque les fonds pour les programmes de santé sexuelle sont menacés, il y aura un impact sur d'autres aspects des programmes. Parce que lorsqu'une femme vient pour un service, on essaie de faire en sorte qu'elle a accès à autant de services qu'elle peut avoir parce qu'on ne sait jamais lorsqu'elle va pouvoir revenir. Parce qu'il y a plusieurs barrières qu'il faut qu'elle traverse pour venir à la clinique ce jour. Personnellement, dans l'environnement, depuis 2017, je peux parler de 2019 à Lagos, dans un des endroits des plus importants où on réfère les femmes pour l'avortement, les services apparentés au viol, etc. Dans l'environnement de la règle du baillon mondial, qui était déjà dans le contexte de notre situation de politique patriarcale. Les femmes qui offrent, dans les cliniques, ils offraient, donc les autorités essayaient de fermer ces bureaux qui offraient ces services de santé sexuelle et reproductive. Et donc, ils disaient qu'ils offraient des services d'avortement qui étaient légaux. Les femmes qui venaient auparavant avaient peur de s'y rendre, et le personnel aussi, avec la règle du baillon mondial. Même quand vous abrogez ou quand vous inversez ces règles, la situation n'est pas élastique. Chaque nouvelle infection du VIH, les choses ne peuvent plus être inversées. Le nombre de nouveaux cas de grossesse indésirée ou non désirée ou la mortalité maternelle, tout cela ne va pas disparaître. Voici pourquoi la loi HER est très importante. Pour une fois pour toutes, l'autonomie des femmes, la santé des femmes, le pouvoir des femmes de prendre des décisions quant à son propre corps, pour moi, est presque sacré. Et nous devons tout à fait séparer cela du côté de la politique. Parce que ce qui arrive aux États-Unis, il y a ce dicton populaire, les États-Unis, tous et tout le monde en souffrent. Donc, il y a la question de la violence fondée sur le genre. Donc, j'ai vu ces phénomènes par le passé. Vous avez vraiment très bien exprimé la chose. Merci pour avoir partagé vos idées. Dans les dernières minutes qui nous restent pour ce panel, j'aimerais ouvrir la question quant à quelles modifications doivent avoir lieu pour assurer des soins plus équitables, plus donc plein de compassion. Et comment est-ce que le plaidoyer peut amener ces changements?
Y a-t-il quelqu'un qui aimerait s'exprimer quant aux modifications qu'il voit, qui pourraient beaucoup aider leur communauté? Je serais ravie d'y répondre. Je ne savais pas si quelqu'un d'autre voulait prendre la parole, mais je pourrais répondre à cette question. Merci, Pejou. Allez-y. D'accord. Je l'ai dit auparavant, mais premièrement, la politique doit être divorcée de l'autonomie des femmes, des droits et de l'autonomie des femmes. Les gens qui disent que si vous regardez la biologie, nous offrons la contraception mauvais genre. Il y a vraiment, il y a donc ce qu'une femme peut faire est limité. Les hommes peuvent en faire bien plus. Mais il faut que nous séparions la politique de l'autonomie des femmes. Et je pense qu'une fois qu'on aura compris ce concept, qu'on aura changé notre état d'esprit à cet égard, c'est déjà une meilleure situation. Et le financement, il faut pouvoir protéger le financement qui soutient des services qui ciblent les femmes, mais dont les femmes peuvent bénéficier. Les données soutiennent tout à fait que quand les femmes sont habilitées, la société s'améliore. Nous le savons, c'est clair. Mais il s'agit de données qui, à mon avis, j'ai l'impression qu'on essaye de cacher en quelque sorte. Encore une fois, je me demande qui craint les femmes autonomisées quand les données disent que c'est exactement ce qu'il faut faire pour avoir la paix que vous recherchez. Pour moi, des politiques séparées de longue durée qui sont séparées de l'autonomie des femmes et de l'autonomie de nos corps. Il faut séparer la politique de cela. Deuxièmement, galvaniser et profiter du plaidoyer qui vient de la prochaine génération, qui est vraiment quelque chose qui me permet de passer au prochain point. Je pense qu'il y a tout un ensemble d'idées qui vient de cela, parce que je ne vais pas être là dans quelques années, mais le monde continuera d'exister pour les gens qui nous suivront. Alors, nous brancher, continuer, ou assurer que le train continue d'aller de l'avant, se brancher et s'assurer que le mouvement survive, ce que l'on voit aujourd'hui. Ça peut être maintenant, dans 6 mois, s'assurer que le mouvement survive, nous qui sommes ici aujourd'hui, nous survivre. Si on peut bien faire ces deux actions, prendre ces deux actions, on est sur le bon chemin. J'aimerais ajouter à cela, c'est excellent, Pejou, juste une autre optique. Donc, créer la demande à ce niveau local, vraiment s'assurer que les femmes se sentent habilitées de se faire, comprenant qu'elles ont ce niveau de soutien les unes avec les autres. Il y a déjà beaucoup de travail qui est en train d'avoir lieu dans cet espace. Et puis la deuxième partie, dans tout cela, je pense que les hommes doivent vraiment nous rejoindre. Je pense que c'est intéressant la façon que Pejou l'a dit. Pourquoi est-ce que cela les menace? Comment peut-on les faire comprendre? Je pense qu'il nous faut vraiment des champions. Y a-t-il certaines personnalités d'influence qui ont l'écoute de la communauté, qui ont la confiance de la communauté? Est-ce qu'on peut vraiment les mettre à la même page? Sur la même page? Est-ce qu'on peut trouver ces alliés qui peuvent vraiment rehausser les voix des femmes et vraiment sensibiliser les communautés quant aux raisons pour lesquelles cela est bénéfique pour tout le monde et pas simplement pour les femmes elles-mêmes? Et vous avez vraiment levé une idée merveilleuse. Nous avons récemment vu de nouveaux adhérents se rejoindre à Cassia, qui étaient des hommes. Et nous avons besoin de ces alliés pour aller de l'avant avec cet agenda. Maintenant, c'est à vous pour le prochain panel.
Iman. Merci Michael, Anne, et merci aux panélistes pour ces remarques. Tant d'informations intéressantes. Péjou, je n'ai pas entendu cette déclaration auparavant. Quand les États-Unis éternuent, le reste du monde tombe malade. C'est vraiment quelque chose qui était nouveau pour moi. J'espère que nous allons voir cela sur Twitter. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Vanessa pour parler du plaidoyer, l'implication des jeunes, comment on peut faire que les leaders soient impliqués dans ces activités, surtout les hommes. Donc, ces activités les hommes qui sont ici avec nous, comment est-ce que vous pouvez donc participer à ces activités? Vanessa, vous avez la parole. Merci, Man. Je suis vraiment enthousiasmée au sujet de ce panel. Le premier panel nous a tant enseigné quant à l'accès aux services de santé. Je suis vraiment passionnée maintenant et heureuse de vous parler du plaidoyer. Nous savons que le plaidoyer est impératif, est essentiel pour que les voix des personnes soient entendues. Nous savons que le plaidoyer auprès des jeunes peut vraiment sensibiliser bien plus de personnes, faire en sorte que ces personnes comprennent ce qui se passe avec les droits des femmes. Je veux en premier me focaliser sur la prochaine question. À quoi comment serait la situation quand les jeunes deviennent plus actifs, plus habilités? Avez-vous des exemples que vous aimeriez partager avec le panel quant à ce qui se passe dans vos propres communautés? Pouvez-vous répéter la question pour moi? Je suis désolée. À quoi ressemble le plaidoyer efficace pour vous? Et avez-vous des exemples d'un plaidoyer efficace qui a eu lieu, surtout parmi la génération des jeunes au sein de votre communauté? Oui, je pense que quand on pense au plaidoyer efficace, quand on se penche sur ce qui se passe au sein de l'espace de santé mondiale pour ce qui concerne mettre fin à la règle du baillon mondial, une fois pour toutes, avec toutes les autres mouvements sociaux. Je pense que nous voyons vraiment beaucoup de plaidoyer des jeunes qui se mobilisent, utilisant des efforts à la base, se reliant avec leurs membres du Congrès au sein de la Chambre des représentants du Sénat et aux États-Unis, mais contactant aussi les représentants locaux. Je pense que pour un plaidoyer efficace, il faut avoir un message clair, être sûr que votre message dit ce que vous voulez dire et que votre accès soit clair. En dehors de leur dire, de leur parler des impacts, par exemple, de la règle du baillon mondial, nous savons que sous l'administration actuelle, ils ont dit qu'ils vont mettre fin à cela, mais nous savons qu'au niveau de l'impact sur les services, cet effet n'est pas immédiat. Alors, il faut faire agir les personnes d'autres pays qui ont été affectés par cette loi, leur faire rencontrer des membres du Congrès, que ce soit virtuellement ou en personne, vraiment donner un visage à ces chiffres que les décideurs voient. Ils voient juste les données, mais ils ne connaissent pas l'effet de ces données et ne vont pas comprendre cela à moins que vous ne rencontriez la personne, à moins que vous ne fassiez un voyage par une délégation du Congrès à l'étranger pour voir les effets. Alors, il faut avoir des messages clés, mais être sûr de penser à quelles sont les prochaines actions à prendre, qu'est-ce que vous voulez voir. Et je pense que les jeunes, les personnes qui connaissent bien le sujet, je pense que les jeunes sont l'avenir et peuvent vraiment être des créateurs du changement que nous voulons voir, et surtout pour le passage de cette loi HER. Vous avez beaucoup dit, et je voulais vraiment entendre ces idées, surtout quand on parle de la règle du baillon mondial. Maintenant, si vous parlez avec une jeune femme qui veut s'exprimer clairement et poursuit aussi des relations avec des parties prenantes potentielles, comment conseillez-vous qu'ils s'y prennent? Parce que je sais que pour les gens qui nous écoutent, peut-être qu'ils travaillent déjà dans leur propre communauté, mais comment contacter les décideurs ou les personnes dans l'espace sans but lucratif ou les personnes qui font un travail à ce niveau? Peut-être les contacter est difficile. Comment encouragez-vous les jeunes à faire en sorte que d'autres s'impliquent au travail qu'ils essayent de faire? Je dirais ne jamais accepter non comme réponse. Quelquefois, l'idée d'être rejeté ou d'entendre un non peut être un choc. Si vous parlez de mettre sur pied une réunion avec un bureau au sein du Congrès, je dirais qu'en vous préparant pour la réunion, en formant d'autres
défenseurs à participer à cette réunion. Soyez conscients que le membre du personnel du Congrès pourrait ne pas être bien informé et bien recueillir donc les informations. On parle de cette règle du baillon mondial, quels sont les impacts que nous avons vus avec l'expansion sous l'administration précédente, la différence entre la dernière version de cette règle du baillon mondial PAICA, c'est-à-dire protéger la santé mondiale, que c'est allé bien au-delà de la santé sexuelle et reproductive. Ça a affecté WASH, la santé maternelle et infantile et autres. Et donc, expliquer quelles sont les retombées. Si vous avez quelqu'un qui a été affecté par cette règle ou une organisation qui a été affectée, avoir quelqu'un de cette organisation qui pourrait parler de ses effets dans la vie réelle, s'il y a des données que vous pouvez montrer, d'autres informations que vous pouvez montrer-les, et puis parler de quelles sont vos actions. Il est important dans le plaidoyer que vous ayez des partenariats avec une grande variété de parties prenantes, par exemple. En pensant à la règle du maillot mondial, par exemple, des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, quelqu'un qui est un médecin, qui est clinicien, faire en sorte qu'il parle de l'expérience, quelqu'un de la société civile, si une organisation travaille avec le secteur privé sur les produits de base, faire en sorte que cette personne puisse aussi prendre la parole. Les partenariats sont clés pour les changements de longue durée. Puis aussi, et quand on pense à vraiment annuler cette règle du baillon mondial et donc promulguer la loi HER, là, il faut vraiment avoir la coopération de ces membres du Congrès pour être sûr que cette loi soit promulguée. Merci beaucoup, Lénis. J'apprécie beaucoup votre réponse. Je pense que ça va beaucoup aider les personnes au sein de notre auditoire qui sont jeunes, qui poursuivent des partenariats, qui essayent de se faire entendre avec leur travail. Maintenant, je voulais continuer à émettre la question. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voit un plaidoyer efficace, surtout parmi la prochaine génération? Y a-t-il des exemples que quelqu'un aimerait partager? J'aimerais beaucoup entendre quelqu'un dans un autre pays. Vanessa. Je ne voulais pas vous surprendre, mais je pense que c'est très merveilleux d'entendre Cécile, en fait. Oui, merci beaucoup. Alors, je m'apprêtais d'ailleurs à prendre la parole, Vanessa. Merci pour cette parole qui me permet de partager l'expérience au niveau du Burkina Faso. Vous savez, le Burkina Faso est un pays de l'Afrique de l'Ouest et nous avons un engagement fort sur la question de la santé sexuelle et reproductive. Par ailleurs, le Burkina Faso, dans le cadre du Forum Génération Égalité, a été désigné comme co-lead de la coalition droit en santé sexuelle et reproductive. Et sur ce plan-là, je pense que c'est une opportunité pour moi de vous dire et vous montrer comment au Burkina, pour l'accès à l'avortement médicalisé, il y a eu une forte mobilisation d'organisations locales, des organisations de jeunesse, pour interpeller les autorités, les pouvoirs publics pour l'accès aux droits en santé sexuelle et reproductive, notamment l'accès à la contraception, l'accès à l'avortement médicalisé. Et je peux prendre l'exemple du travail que nous avons eu à faire du côté du Burkina au niveau de la capitale pour la révision du code pénal. Cette révision du code pénal, pourquoi? Parce que nous avions avant des insuffisances pour que les filles et les femmes aient accès à l'avortement au Burkina, parce que l'accès à l'avortement était nécessaire et possible pour les grossesses issues de viol, pour les grossesses issues d'inceste, et quand la vie de la mère est en danger et quand le fœtus, il y a une malformation du fœtus, avec plusieurs procédures sur le plan médical, sur le plan juridique et judiciaire qui ne permettaient pas aux filles et aux femmes d'avoir accès à l'avortement. Il y a eu une grande organisation de la société civile burkinabé, notamment des structures de jeunes. Je vais prendre l'exemple du mouvement d'action des jeunes de l'association pour le bien-être familial, qui est une association locale de l'IPPF. Et je vais prendre l'exemple du groupe de plaidoyer avec des associations de femmes juristes, des associations de leaders coutumiers et religieux, ainsi que Pathfinder International au niveau du Burkina Faso, Mary Stop International, Mary Stop Burkina actuellement. Et nous avons travaillé à interpeller et les ministères de la Santé, les ministères de la Femme,
et les autorités parlementaires pour qu'il y ait une révision des différentes lois pour augmenter l'accès et la possibilité pour les femmes d'éviter les barrières coutumières, les barrières juridiques et les barrières sanitaires pour l'accès à l'avortement. Aujourd'hui, au Burkina Faso, ce travail de différents groupes de plaidoyer conduite par des jeunes, des organisations que je viens de vous citer, permet au Burkina, aux femmes filles au Burkina d'avoir accès à l'avortement pour les cas de viol et d'inceste au-delà de 10 semaines, parce que nous avions des lois qui autorisaient l'avortement en cas de viol et d'inceste seulement dans les 10 semaines de la grossesse, mais ce plaidoyer des jeunes a permis d'élargir à 14 semaines de grossesse. Alors, il faut se dire que ce plaidoyer, avant le Global Gag Rule, nous a été plus facile, et au moment du Global Gag Rule, il y a eu comme une baisse de tension, une baisse de la communication, avec une peur au niveau des autorités politiques aussi, parce que il faut se dire que ce Global Gag Rule avait impacté vraiment la communication, et nous avions en son temps d'autres opportunités, comme le fait de travailler ensemble en synergie pour que le protocole de Maputo, qui contient plus de conditions d'accès à l'avortement, soit appliqué au niveau du Burkina, parce que le Burkina a ratifié le protocole de Maputo, mais les conditions d'accès à l'avortement n'étaient pas respectées. Il y avait une inapplication. Alors, le Global Gag Rule a impacté ce travail-là sur l'implantation du protocole de Maputo, même si nous l'avons ratifié. Et avec voilà, la nouvelle règle Global Hair Act, nous avons comme une perspective, toujours avec ces organisations, pour travailler à avoir des conditions plus larges d'accès aux droits en santé sexuelle et reproductive. Alors, Vanessa, je ne sais pas si j'ai répondu, je pourrais revenir après s'il y a des questions spécifiques sur la mobilisation des acteurs au niveau de la société civile et des jeunes. Merci beaucoup, Cécile. OK, d'accord. This was awesome. C'était merveilleux, merveilleux. Je ne sais pas si tout le monde a changé leur traduction, mais sinon, l'interprète n'entend plus l'intervenante. Elle semble avoir des problèmes de connexion. Désolée, je pense qu'il y a des problèmes de connexion avec Vanessa de son côté. Nous allons continuer à animer ce panel jusqu'à ce qu'elle puisse nous revenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de nos 6 panélistes? Vous pouvez tous participer pour ajouter toute information, toute réflexion et entrer au plaidoyer. Oui, je veux bien. Quand on pense à comment les jeunes peuvent se connecter au plaidoyer, parce qu'il y a quelquefois un besoin de construire un pont pour faire en sorte que les gens participent aux espaces de plaidoyer, ma recommandation principale, c'est de se relier aux organisations qui font déjà ce travail. Il y a de très bonnes organisations au quotidien qui luttent pour les femmes de part et d'autre du monde, comme Pathfinder et Women in Global Health, beaucoup d'organisations qui existent avec lesquelles vous pouvez vous connecter avec toutes les personnes sur les médias sociaux, parce qu'il s'agit d'informations rapides. C'est de cela dont vous avez besoin d'un point de vue du plaidoyer. Et la majorité des organisations ont un bulletin de plaidoyer. C'est aussi une très bonne source pour des informations sur le plaidoyer. Ce que j'aimerais vraiment souligner, comme l'ont expliqué beaucoup de nos panélistes, il ne s'agit pas simplement de questions locales ou de questions nationales ou de questions mondiales. Ces éléments n'existent pas en isolement. Tout est relié. Alors, se brancher à votre organisation locale pourrait ne pas vous sembler important, mais les questions locales deviennent des questions nationales, et les questions nationales affectent le monde. Alors,
je vous encouragerai de vous pencher sur des organisations à différentes échelles, vous connecter au niveau local, national et international pour que vous puissiez voir ces lois, ces questions de plaidoyer et comment celles-ci se déplacent parmi ces différentes échelles. Et je vous encouragerai aussi en vous disant qu'il n'y a aucun espace qui soit trop petit. Vos organisations locales peuvent être très puissantes parce que ces questions locales, ces situations peuvent devenir nationales et internationales. Vous vous connectez donc à ces organisations plus grandes, des organisations locales, des organisations comme Pathfinder, vraiment prendre en compte toute l'échelle. Et parce que j'aime beaucoup voir les femmes dans les postes de leadership mondial, j'aimerais que toutes les personnes qui sont ici, qui ont cette petite voix dans leur tête qui leur dit « je pense que c'est important, cette question », je vous encourage de rechercher un poste de leadership, même si c'est juste dans une organisation locale. Ce sont les organisations locales qui font le bon travail, celles qui vous sont très proches, parce que les leaders mondiaux ne se sont pas réveillés un jour dans ce poste. Ils sont venus d'organisations locales, ils sont passés à des organisations nationales pour ensuite passer au niveau international. Alors, penchez-vous dans des situations, les problématiques qui vous entourent. Faites attention à l'échelle et votre impact sera mondial un jour. Il n'y a aucun doute. Merci, Andy. Il s'agit de points merveilleux. Avant de conclure l'événement d'aujourd'hui, j'ai vu, Cécile, que vous aviez levé la main virtuelle. Aviez-vous d'autres idées à ajouter? Oui, Iman, je voulais, mais je pense que Andy vient de rebondir là-dessus, le fait que ce plaidoyer que nous faisons souvent au niveau national, au niveau local, a besoin de bonnes expériences au niveau mondial. Et comme en matière d'accès universel aux droits, j'aimerais juste confirmer ce que Andy dit, que les organisations de la société civile au niveau Burkina Faso ont saisi des opportunités au niveau régional et international pour nourrir le plaidoyer que nous faisons au Burkina, pour faire savoir aux autorités que oui, il s'agit de notre problème à nous, de notre santé, notre pouvoir d'agir, notre capacité d'agir, notre santé et notre corps. Et alors, si cela se fait en termes de plaidoyer ou d'amélioration des politiques publiques pour la santé des adolescents et des jeunes, par exemple, au sud ou au nord, il n'y a pas de raison qu'au Burkina Faso, on n'ait pas l'accès à l'avortement, par exemple. Et c'est ce qui a permis aux jeunes de se documenter avec des évidences au niveau régional et au niveau international pour travailler au niveau du Burkina. Alors, ça, c'est ce que je voulais ajouter pour confirmer que oui, ça a été l'attitude dans le plaidoyer au niveau national d'aller voir ailleurs. Par exemple, je vois au niveau du Burkina différentes coalitions coordonnées par Pathfinder, coordonnées par MSI, par Médecins du Monde, par Women Global Health, de telle sorte que des jeunes sont allés voir de belles expériences ailleurs pour venir revendiquer leurs droits auprès des autorités au niveau Et c'est tout cela qui a amené le cadre actuel. Et c'est tout ce qui fait que je disais que c'est encore une opportunité pour les organisations de jeunes au Burkina de saisir l'opportunité du Global Health Act pour encore renforcer leur action pour plus de droits au niveau du Burkina. Voilà. Il faut aussi que nous arrivons à renforcer encore plus la jeunesse, parce que c'est vrai, il y a des expériences et des bonnes pratiques d'ailleurs, mais vous savez que dans nos contrées, dans notre contexte, et surtout avec la crise sécuritaire qui sévit dans notre pays, il y a encore plus d'autres femmes qui sont dans les zones rurales et qui sont des personnes déplacées internes, qui ont quitté et qui ont fui leur résidence, leur habitation à cause de l'insécurité, du djihadisme, du terrorisme, et qui sont dans le parcours et dans la rue. Et là, nous avons besoin d'encore renforcer les organisations locales. J'insiste là-dessus parce que ces organisations locales sont celles qui accueillent, sont les populations hautes qui accueillent les personnes déplacées internes. Et vous savez que lors du déplacement lié à l'insécurité, il y a des violences sexuelles, il y a des viols de femmes, souvent dans les camps de déplacés.
Et là, il faut vraiment qu'on mobilise de plus en plus les jeunes avec l'aide des organisations internationales qui ont les financements. Et je peux terminer en vous disant qu'au Burkina, vous avez plusieurs organisations américaines qui sont engagées dans cette lutte-là et dans la promotion du pouvoir d'agir, de la capacité d'agir des femmes pour revendiquer leur droit à l'accès à l'avortement. Et il sera encore plus mieux, et là je profite de faire mon plaidoyer pour les fundraising, c'est pour dire qu'il y a nécessité de continuer de financer, de mobiliser les organisations de jeunesse pour qu'ils puissent parler aux autorités pour leurs droits. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci, Cécile. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir entendre votre voix aussi puissante aujourd'hui, d'avoir votre perspective ainsi que celle de nos autres panélistes. Nous passons maintenant à la partie questions-réponses. Avant de clôturer la séance, si quelqu'un a des questions pour nos panélistes, veuillez les taper dans le chat et je vais les lire rapidement avant de clôturer la session. Mais premièrement, merci à tous ceux qui se sont connectés, tous nos partenaires, nos panélistes, tous les participants et tous ceux et celles qui ont aidé à organiser ce webinaire. Notre appel principal à l'action, c'est de rester engagé, d'exprimer votre voix, de parler à haute voix, d'être engagé avec Women in Global Health ou Pathfinder et rester vraiment informés de tout ce qui se passe. Je sais qu'il y a beaucoup qui se passe dans le monde, mais soyez informés et vraiment déployez vos efforts pour les questions importantes. Nous allons mettre dans le chat nos hashtags et les liens pour expliquer comment vous pouvez être actif avec Pathfinder. Et je vais donner la parole à Mwenda aussi pour dire quelques mots de conclusion. Merci, Imam, et merci à tous nos intervenantes d'avoir participé dans cet événement et merci d'avoir créé cette plateforme pour avoir cette discussion sur la loi Global Her. La réalité est que la règle du bailleur mondial nous a amené à avoir des avortements pas sûrs et des grossesses non désirées. Et il faut donc garder à l'esprit que les femmes doivent avoir des options, mais les femmes n'ont pas tous les options et les ressources dont elles auront besoin. Je suis heureuse d'avoir pouvoir partager ces perspectives sur le pouvoir des mouvements des femmes. Women in Global Health, c'est une organisation mondiale avec le plus grand réseau de femmes et d'alliés qui travaillent pour remettre en cause le privilège et le pouvoir pour rechercher plus d'égalité dans les questions du genre et de la santé. Nous avons plus de 50 000 membres dans plusieurs pays et beaucoup de chapitres dans différents pays aussi. Nous mettons l'accent sur le leadership des femmes dans la santé, l'investissement dans la santé, l'égalité sexe-spécifique dans les systèmes de santé et l'appui de mouvements féminins. Nous cherchons également à créer des environnements propices et il est donc important d'entendre les voix de celles qui sont les plus concernées et touchées pour qu'elles puissent être aussi des agents de changement. Les femmes dans le monde entier travaillent pour promouvoir plus de politiques pour transformer les questions liées au genre et pour aborder les questions de santé des femmes. Nous avons entendu de la part des représentants du Burkina, Nigeria, nous avons parlé avec des membres de nos sections aux États-Unis aussi. Et nous nous mobilisons ensemble pour promouvoir un changement. Un exemple, c'est notre section au Chili, où on a travaillé avec 150 organisations pour amener le gouvernement à accroître l'accès aux services d'avortement pendant la pandémie COVID-19. Nous travaillons avec toute une gamme d'organisations de la société civile pour aussi faire pression sur le gouvernement de partager des données désagrégées sur le plan du genre et du sexe pendant la pandémie COVID-19. C'est donc un exemple de changement qui a été effectué grâce aux efforts des femmes. Et je voulais aussi noter que nos alliés, nos sections dans différents pays
déploie beaucoup d'efforts pour mobiliser et pour être engagé, pour promouvoir plus d'égalité pour les femmes. J'espère que tous ceux qui ont suivi la séance aujourd'hui auront donc une nouvelle énergie et va être donc prête avec beaucoup plus d'énergie pour la prochaine conférence de suivi de Beijing. Et j'aimerais conclure en parlant de plusieurs points principaux. Il faut avoir plus d'égalité pour les femmes et les filles quant à l'accès aux services, y compris services de santé sexuelle et reproductive. Pour parvenir à cet objectif, les travailleurs de santé doivent pouvoir travailler et doivent avoir bénéficié de la confiance de la communauté. Maintenant, seulement 25% des femmes sont dans les positions de leadership dans la santé mondiale. Et le deuxième point, c'est qu'il est très important d'avoir une approche basée sur la transformation des questions du genre et des systèmes de santé pour pouvoir promouvoir plus d'égalité et pour faire en sorte qu'il y a un changement et des actions radicales qui permettent aux femmes de jouer un part égal dans le leadership à tous les niveaux de la communauté jusqu'au niveau mondial. Et dernièrement, j'aimerais dire qu'il est important pour les institutions bailleurs de fonds d'appuyer les femmes et les jeunes et leurs organisations, leurs mouvements à tous les niveaux pour qu'ils puissent effectuer les changements qu'ils désirent. Nous avons vu qu'en 2017, 16 et 17, il y avait plus de financement pour l'égalité du genre, mais seulement 1% de ces financements sont parvenus aux organisations de jeunes et de femmes. Donc, il faut s'assurer à ce que cet argent est mis entre les mains des personnes qui sont capables d'effectuer ce changement et qui comprennent vraiment le contexte pour pouvoir changer ces politiques, non seulement au niveau mondial, mais aussi au niveau local. En conclusion, je vous encourage à vous renseigner par rapport à la loi Global Her pour vraiment comprendre les avantages et l'urgence d'adopter cette loi. Et c'est une plateforme qui va nous permettre, cette plateforme va nous permettre de faire plus de plaidoyer sur l'autonomisation des femmes et les droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Et il ne faut jamais se douter qu'un petit groupe de citoyens puisse arriver à effectuer un changement à grande échelle. Merci. Merci, Mwende, des mots très puissants. J'aimerais maintenant passer à notre partie questions-réponses. On n'a pas beaucoup de temps, mais je vais prendre deux questions qui sont très pertinentes pour tous ceux et celles qui suivent ce webinaire. Quels sont les conseils que vous pourrez donner lorsqu'il s'agit d'aborder les sujets tabous? Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ces conversations, quels sont les conseils que vous pourrez proposer ou des expériences que vous avez eues où vous avez eu à avoir une discussion inconfortable sur un sujet tabou avec quelqu'un et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener les gens à pouvoir mieux comprendre et cerner ces questions qui sont parfois perçues comme étant tabous. Je pense qu'il peut être assez puissant de personnaliser la question. Donc, je pense que les activistes, les militants qui ont eu des expériences personnelles pourraient vraiment être des témoins très puissants. Ça, c'est quelque chose qui m'a touchée dans ma vie personnelle où j'étais victimisée par ceci ou cela. Donc, cela oblige l'autre personne à visualiser l'impact parce que ce n'est plus abstrait, mais c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose qui m'avait touché dans ma vie ou qui avait touché ma famille. Donc, pas uniquement le concept, mais c'est personnalisé et ça pourrait être quelque chose qui nous permet de raconter notre propre vérité. Et moi, je suis la plus à l'aise quand je puisse parler de ma propre vérité, de raconter ma propre histoire. Quelqu'un d'autre a d'autres idées à partager? Sinon, je pourrais passer à la deuxième question. Kashmira, vous voulez dire quelque chose? Oui, j'étais un peu en retard avec le micro, mais oui, je voulais répéter ce que Andy a dit. Je pense que ces histoires puissantes
ont joué un rôle important dans beaucoup d'endroits où les tabous, c'est une question de comprendre la perception de la communauté, quelles sont les questions qui sont vraiment très pertinentes. Et donc, d'entendre différents points de vue, je pense que le fait d'écouter les messages d'autres pourrait vous aider aussi à créer, à élaborer vos propres messages qui pourraient avoir une certaine résonance ou résonner avec d'autres. Oui, je suis d'accord, merci. Pour la deuxième question, il y avait une question dans le chat. Et ça, c'est pour tous nos panélistes, est-ce qu'il y a eu des mesures qui vous ont aidé à avoir plus de succès dans votre travail de plaidoyer et des partenaires qui vous ont aidé et comment est-ce que vous avez pu identifier et trouver ces partenaires? Donc, je pense que ce serait utile pour tous nos participants d'avoir vos conseils dans ce domaine. Oui, Kashmira, allez-y. Oui, je voulais dire si quelqu'un d'autre voulait répondre à la question avant. Oui, Cécile, allez-y, s'il vous plaît, Cécile. Oui, merci beaucoup. Moi, j'aimerais donner l'exemple au niveau du Burkina où une des réussites, une des choses qui a fait que nous avons réussi, c'est d'impliquer pour le plaidoyer les autorités et les décideurs eux-mêmes. Je vais parler des autorités politiques, les prendre vraiment comme des alliés et surtout les renforcer parce que souvent, nous pensons que ces autorités qui doivent changer l'environnement politique et l'environnement juridique connaissent les choses, alors que souvent, ils ne connaissent pas, ils ont besoin d'être renforcés eux-mêmes. Donc, les structures qui ont travaillé au niveau du Burkina ont créé plus d'alliances avec ces autorités et les faire comprendre les plus-values, les faire comprendre l'approche droits humains, l'approche santé publique et pourquoi il faut qu'ils agissent en tant qu'autorité. Donc, ça, c'est ce que je peux partager pour le Burkina. Et deuxièmement, il faut aussi faire témoigner les personnes concernées. Alors, dernièrement, il y a eu toute une grande campagne que nous avons eue sur l'accès à l'avortement parce que comme c'est une thématique taboue, on a dû utiliser les mass médias, les réseaux sociaux, parce que vous savez que les jeunes sont sur les réseaux sociaux. Et il faut banaliser le message. Il faut surtout ressortir le fait qu'on cherche à réduire les décès maternels et ressortir les évidences sur le fait qu'il y a un fort taux de contribution des avortements clandestins dans les décès maternels, dans les décès dans différents pays. Et là, on est passé par des policy briefs, mais aussi des audios, des vidéos, des personnes qui témoignent, des survivantes et des gens qui ont été victimes et qui témoignent de leur situation et des conséquences qui ont suivi. Et là, ça a beaucoup eu d'impact. Ça permet de réduire le silence et de mettre comme en tout cas de réduire les tabous et de banaliser le sujet pour que les gens en parlent de plus en plus. Donc, il y a eu des actions du côté des autorités pour les renforcer, mais aussi au niveau communautaire pour renforcer la communication et banaliser les messages pour que les gens puissent adhérer. C'est ce que je voulais partager, Iman. Yes, absolutely. Thank you. Oui, absolument. Merci, Cécile. Une question de suivi liée à ce que vous avez dit avec le travail que vous avez fait pour faire en sorte que vos rapports avec les autorités et d'autres dans les communautés soient vraiment renforcés. Comment est-ce que vous restez motivé? Comment est-ce que vous continuez à continuer lorsque souvent on entend des messages peu motivants? Et en tant que leader, nous voulons garder l'élan et continuer. Donc, est-ce que l'un de nos panélistes aimerait partager des idées, des astuces pour rester motivé par rapport à ces problématiques qui sont parfois difficiles? Je vais y aller. J'allais dire un peu plus tôt que je pense qu'en général, il y a un état d'esprit qu'il vous faut des mentors un peu plus âgés pour effectuer un changement. Comme l'a dit Andy auparavant, je pense, vous savez que si quelque chose est très important pour vous, c'est une motivation phénoménale déjà. Et puis, le fait de vraiment rechercher ces autres personnes qui ont ces sentiments semblables à la même question. Il ne faut jamais sous-estimer
le pouvoir du mentorat entre pairs, du soutien entre pairs. Et là, quand vous pouvez parler d'une seule voix et il y a d'autres voix qui vous rejoignent, je pense que cela peut vraiment vous donner un grand pouvoir et attirer l'attention des personnes qui peuvent effectuer ce changement. Commencez de là où vous êtes. Si quelque chose vous est très important, recherchez d'autres personnes qui ont une opinion semblable, un point de vue semblable et ont des sentiments aussi forts que vous à cet égard. Est-ce que quelqu'un aurait comme des dernières réflexions? Oui. Vous vouliez? Oui, je voulais ajouter, je pense que quand on fait ce type de travail de plaidoyer, il faut toujours se rappeler du pourquoi. Pourquoi vous avez commencé ce travail? Ça peut être épuisant, mais il faut toujours mettre de côté du temps pour prendre un pas en arrière et réévaluer la raison pour laquelle vous faites ce travail et rester engagé à voir ce changement à long terme. Merci, Denis. Et vous vouliez y aller? Oui, je voulais ajouter à cela que oui, c'est très important de vous rappeler du pourquoi. Il est aussi très important de trouver une communauté. Ce que je fais moi-même, c'est que les jours que je me fatigue, je sous-traite ma frustration. Je prends mes problèmes et je les distribue. C'est très efficace pour moi. Je vais vous donner un exemple. Je suis ici. Je parle du point de vue des femmes, de la santé aux femmes. Donc au Nigeria, une des choses les plus importantes qu'on a fait, c'est vraiment s'assurer que les voix du Sud mondial soient incluses. Je n'ai jamais pas vu une organisation qui s'assurait que la voix des femmes du Sud soit entendue dans la salle. Et c'était la première fois quand je suis entrée et j'ai vu cela et je me suis dit oui, là, c'est la communauté qui a vraiment fait de grands efforts de rechercher les voix des femmes du Sud mondial. Et puis, étant dans cet espace, ayant des conversations entre pairs, il inclut des femmes qui viennent de pays à faible et moyen revenu comme moi. Cela m'a aidé à voir que nous avons beaucoup de similitudes dans nos situations. Il y a des éléments que je peux apprendre. Il y a des personnes qui font partie du groupe, qui sont mes amis. Bonjour Sonati, nous nous parlons, nous nous appelons. Nous avons des systèmes de santé semblables, nos sociétés sont semblables. Les attitudes, les politiques sont semblables. Alors, quand vous vous sentez frustré, il faut savoir que vous n'êtes pas seul. Deuxièmement, continuez à mener des conversations. Quelquefois, il est bien d'avoir un réseau local, mais aussi il est bien de fomenter des relations qui vont au-delà de vos propres frontières, de votre pays. Quand vous regardez, vous voyez la façon que quelqu'un au Burkina traite d'une question qui est semblable à la vôtre, il est plus facile de s'y connecter que de se connecter avec ce que ferait quelqu'un dans un pays à revenus élevés. Mais même là, il y a des ponts entre organisations, des organisations qui parrainent d'autres organisations. Les connaissances sont bidirectionnelles. Une fois que vous ayez une communauté, qu'elle soit locale, régionale, continentale ou internationale, il est plus facile de traiter des frustrations, qu'elles soient individuelles ou qu'elles soient organisationnelles. Et alors, il faut garder ces relations actives. Vous êtes dans le même espace, vous avez les mêmes passions. Et donc, il est facile de nourrir des amitiés. Il y a une certaine confiance qui s'établit entre les gens qui sont vraiment engagés à ces problèmes et ces questions brûlantes. Alors, vraiment, en tant que femme au sein de Global Health, Women's Health Night pour le Nigeria, je voulais vraiment partager cette idée. Oui, le mot-clé que j'ai pris de cela est communauté. Avant de clore, avez-vous des commentaires, Gassenatou? Oui, Asanatou? Oui, je voulais ajouter à ce que d'autres ont dit. Je suis désolée parce que peut-être que vous entendez des bruits en arrière-fond.
Et nous avons donc un problème d'électricité. Et le bloc, c'est en fait la vie en Afrique. Quand vous voyez une femme, il faut prendre en compte tout le paquet. Peut-être que vous n'allez pas revoir la femme, peut-être que vous n'en serez pas capable parce que si ces femmes reviennent et je n'ai pas d'électricité pour travailler sur elles, alors, pour ce qui concerne la partie plaidoyer, je voulais partager, c'est-à-dire qu'il faut rentrer chez soi avec le pouvoir de l'engagement communautaire. J'ai vraiment vu que l'engagement communautaire peut amener une intervention euh, au côté négatif ou positif. Et la décision et l'engagement même du leadership local de haut niveau peut venir quand le gouvernement et les personnes en poste d'autorité ne font pas ce qu'elles doivent faire. Vous pouvez utiliser la communauté pour les contacter. Quand la communauté se soulève et revendique quelque chose, le gouvernement doit écouter la plupart du temps. Et la plupart du temps, nous avons des problèmes dans les zones rurales parce que nous fomentons nos relations avec la hiérarchie médicale ou sanitaire pour qu'ils comprennent mieux notre situation médicale. Et nous sommes tous aussi affectés par la COVID. Nous pouvons donc mieux faire en intégrant la communauté de santé pour qu'on puisse tous aller de l'avant ensemble. Merci à Sunatu. On peut vraiment mieux faire et je pense que c'est une des grandes leçons que nous avons tirées de ce panel. J'aimerais remercier l'auditoire. J'espère qu'il s'est agi d'une conversation intéressante pour vous, que vous ramènerez chez vous, dans vos vies, dans vos sphères personnelles. Je voudrais remercier tous nos panélistes, Kashmira, Cécile, Andy, Lemnis, Asanatou, Pejou. Merci énormément pour nous avoir donné votre temps, pour avoir partagé votre sagesse, vos connaissances. Merci Mwende et l'équipe dans la santé mondiale pour avoir établi ce partenariat avec Pathfinder pour cet événement. Nous aimerions vous remercier tous. Nous vous souhaitons un merveilleux jeudi, un merveilleux week-end et nous espérons vous revoir bientôt. Nous allons rester en contact avec tout le monde par nos Twitter handle et donc nous allons vous envoyer cela et aussi l'enregistrement. Merci à vous tous. Au revoir.